Quelle est la limite de l'autodidaxie? Salut, aujourd'hui, petite vidéo FAQ pour répondre à vos questions. Très rapide. Alors, première question, est-ce qu'un travail sur le long terme me permettrait d'écrire la musique comme j'écris le français? Est-ce que c'est un don? Non, clairement, c'est pas un don. Et oui, en pratiquant beaucoup, et en t'éduquant tout au long de ce processus, tu pourras, au bout d'un moment, avec beaucoup de volonté et surtout beaucoup de pratique, arriver à écrire la musique comme t'écris le français. Non, c'est clairement pas un don en fait. C'est pas un don. Et un petit truc à préciser ici, c'est que, évidemment, si tu ne passes que une après-midi le mercredi à faire 1 heure de solfège et 1 heure d'instrument, bien sûr, évidemment, tu n'arriveras certainement pas à écrire la musique comme tu écris le français. Parce que, petite comparaison, est-ce que tu passes 3 heures par semaine à écrire le français? Non. Le français, tu le lis, tu l'écoutes, tu l'écris tout le temps. Et tu le parles aussi, tout le temps. Et ça, forcément, tu maîtrises le français assez rapidement parce que tu le pratiques. Alors que la musique, si tu n'en fais que 4 heures par semaine, ça va mettre beaucoup plus de temps à maîtriser. Donc si vraiment tu veux écrire la musique comme tu écris le français, passe beaucoup d'heures dessus. Il n'y a pas de secret, plus tu t'entraînes, plus ce sera facile, plus ce sera naturel. Quelle est la limite de l'autodidaxie en musique? Autrement dit, la question c'est à quel moment l'autodidaxie ne permet pas d'aller plus loin? Qu'est-ce que ça permet d'atteindre, l'autodidaxie, et qu'est-ce que ça ne permet pas d'atteindre? L'autodidacte, il acquiert ses connaissances par soi-même, c'est la définition. En général, ce que fait l'autodidacte, c'est qu'il réalise les choses. Il met la main à la pâte et c'est comme ça qu'il acquiert des connaissances. D'où l'importance, surtout en musique, d'apprendre par la pratique. La musique, c'est comme le français justement, ça se pratique pour bien la jongler avec. Un prof, au contraire, il va pouvoir cibler très précisément tes axes d'amélioration et combler tes lacunes rapidement. L'autodidaxie, sa limite, elle est là. C'est que t'as les mains dans le cambouis et t'as la tête dans le guidon en fait. Tu peux pas avoir le recul parce que t'es dedans. Le prof, il va te permettre d'avoir ce recul-là sur toi-même et te dire tiens, là, Clément, là tu merdes, tu pourrais faire ça autrement, en faisant comme ça serait mieux. Et toi, t'y avais pas pensé. C'est en ça qu'un prof, ça aide. Il peut vraiment te débloquer des choses. Au-delà, évidemment, de tout l'aspect pédagogique, de tout l'aspect de donner envie, de tout l'aspect inspirationnel que peut apporter un prof. Le plus dur en autodidaxie, c'est en fait la structuration de son propre parcours d'apprentissage. C'est-à-dire, en tant que débutant, comment savoir ce qu'il faut apprendre et dans quel ordre. Ça, vu que t'es débutant, t'en sais rien. Tu peux que expérimenter, tu peux que tâtonner. Alors qu'un prof, lui, il a l'expérience déjà. Il peut te dire, ok, toi tes faiblesses c'est ça, toi tes forces c'est ça, toi tu en es là, voilà ton parcours d'apprentissage pour les prochains mois. Et tu fonces direct, ça va beaucoup plus vite. Mon avis, c'est qu'en fait, l'autodidaxie, c'est indispensable pour creuser une thématique, pour s'impliquer dans son propre apprentissage. Si on s'arrête à ce que nous dit notre prof, on loupe la moitié des choses. Parce qu'il y a tout un monde à côté, en parallèle de ce que lui t'apprend, que tu peux toi-même découvrir, et qui sera très complémentaire à ce que lui va t'apprendre. Donc l'autodidaxie, c'est indispensable pour réellement creuser une thématique, mais prise isolée, toute seule, l'autodidaxie, c'est pas vraiment une solution. Tout est une question d'équilibre. Il y a un équilibre entre les méthodes d'apprentissage à trouver. Chaque apprenant a ses besoins particuliers, chaque élève a sa propre manière d'apprendre. Il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes et que tu adaptes ton propre parcours autodidacte pour faciliter les choses. Ok, question suivante. Combien de temps prends-tu sur une composition avant d'être satisfait? Et est-ce que tu l'es un jour? Ça dépend du temps que je m'autorise en fait. Combien de temps je prends sur une composition. Sans deadline, je peux facilement composer sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois même, ça m'arrive d'étaler des compositions sur le très long terme, parce que j'y vais tranquillos quoi. Alors que avec une bonne deadline, je peux mettre quelques heures, tout au plus. Alors évidemment, ça n'aura pas le même rendu que la composition que j'aurais mis des mois et des mois à accomplir, mais elle aura l'honneur d'exister, elle. Fait vaut mieux que parfait. Et puis de toute façon, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, on est son pire critique, on sera jamais satisfait à 100%. Donc combien de temps ça me prend avant d'être satisfait? Moi honnêtement, je suis jamais satisfait de ce que je fais, je trouve toujours qu'il y a un truc à améliorer. Par contre, à la fin des sessions de production, je me dis ok, là je vais prendre 2 heures pour peaufiner ma compo, je l'écoute en entier une fois, je fais un export MP3, temporaire évidemment, je bosse pendant 2 heures dessus, et à la fin des 2 heures, je fais un second export MP3. Ça me permet d'avoir ces 2 exports MP3 et de comparer avant et après. Et le fait de pouvoir les comparer me permet de jauger de la productivité de cette session-là, de cette session de 2 heures. Et si j'ai finalement fait que peaufiner vite fait le son de ma musique à un poil de cul près sur le potard, et que la comparaison avant-après, elle est pas si flagrante, je pense que le projet, il est terminé, quoi, en fait. Ça sert à rien de plier les cheveux en 4, la perfection n'existe pas, jamais j'arriverai à atteindre de toute façon, même si j'ai des bases solides et que je peux me débrouiller en mixage et en MAO, jamais mes productions, elles ne seront à la hauteur d'un ingé son senior.
Donc autant passer à une autre prod pour créer plein d'idées. Point. Comment faire un album alors que mes compos ne sont pas cohérentes ensemble pour faire un album? Bonne question. Alors un album, déjà, il faut te dire que ça a le droit d'être éclectique. Il n'y a pas d'obligation d'une cohérence, d'une homogénéité parfaite entre les musiques pour que l'album puisse sortir. Alors il y a du pour et du contre de faire un album éclectique. Alors on va commencer d'abord par les contres. D'abord, on achète rarement un album si une poignée de musique seulement nous plaît dans le tas. Si t'as déjà une fanbase, ça risque de les dérouter si tu changes de genre comme ça toutes les deux musiques. Et tu seras attendu en fait pour ce que tu fais déjà. Troisième chose, un album cohérent et homogène, il sera beaucoup plus facilement marketable. Ne serait-ce que si tu veux faire du live, si tu veux bosser si tu veux jouer dans des bars, ou si tu veux jouer sur scène, si tu as un style relativement bien défini, tu auras une espèce de positionnement. Et ce positionnement, tu pourras l'exploiter pour te dire, voilà, ok, je fais du métal symphonique, voilà le type de scène que je pourrais cibler. Voilà, je fais du smooth jazz, ou je fais du piano classique, voilà le type de bar lounge que je pourrais cibler. Donc un album cohérent et homogène, c'est plus facilement marketable, même pour les radios d'ailleurs. Et si jamais tu veux vraiment composer, tu ressens le besoin de composer dans des styles différents, rien ne t'empêche d'avoir un nom d'artiste différent aussi, tu vois. Par exemple, Owl City et Swimming with Dolphins, c'est deux noms qui sont utilisés par Adam Youngs pour deux projets qui sont très différents. C'est deux projets parmi nombre de ces projets, tu vois. C'est pas incohérent d'avoir plusieurs noms d'artistes, ça c'est déjà vu. Alors, au contraire, quels sont les intérêts de faire un album éclectique? Eh ben, de toute façon, je te disais tout à l'heure, on n'achète pas un album si une poignée de musique nous plaît dedans. Là, de toute façon, faut te dire qu'aujourd'hui, depuis que le streaming est devenu le principal canal de diffusion de musique, on n'achète plus d'albums entiers de toute façon. C'est fini. Avec le streaming, c'est l'avènement des playlists, c'est l'avènement aussi des singles. Donc tu peux tout à fait avoir une ou deux compos dans un style et apparaître dans une playlist et voir que ta compo finalement elle décolle et ça pose aucun problème. Aujourd'hui, les auditeurs, ils sont très habitués à entendre des mélanges de genres. Et puis si au final c'est vraiment trop éclectique, tu peux de toute façon trouver un équilibre entre homogénéité et surprise, tu vois, dans le sens où tu peux trouver un équilibre entre l'envie d'expérimenter et les attentes de ton public. Sur un album 12 titres, rien ne t'empêche d'avoir 2 ou 3 musiques qui sont complètement différentes des autres. Typiquement, pour une musique qui est en interlude au milieu de l'album ou une musique qui est à la fin de l'album, tu peux tout à fait avoir des morceaux qui sont surprenants. Et justement, au contraire, c'est peut-être des morceaux qui vont te permettre d'articuler ton album, qui vont te permettre de le structurer un peu mieux. Plutôt que de juste faire un album où tu balances plein de musiques comme ça de manière incohérente, tu peux articuler les musiques au sein de l'album pour structurer le voyage auditif que tu fais faire à ton auditeur. Donc voilà, j'ai répondu à quelques petites questions qui m'ont été posées. J'espère que cette vidéo t'a plu, et nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo dès lundi. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo, et pour aller plus loin, sachez que je dispense une masterclass gratuite ce dimanche pour vous aider à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Inscrivez-vous à la masterclass, ça va être très riche en informations. C'est une masterclass qui est interactive, vous allez pouvoir me poser directement vos questions également. Lien dans la description, salut!